En mai 1940, la France est attaquée par l'armée allemande. Dans le Pas-de-Calais, après Boulogne, Calais subit le feu ennemi. Le 26 mai 1940, après 3 jours d'intenses combats, l'armée allemande s'empare de Calais. Les Anglais présents dans la ville évacuent vers Dunkerque puis vers l'Angleterre. Les Allemands occupent Calais et la région et y construisent de nombreux bunkers. Parmi ceux-ci, celui du parc Saint-Pierre, devant lequel on voit sur cette photo le grand amiral Karl Dönitz, commandant en chef de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande. La construction du bâtiment commence au début de l'année 1941, soit moins d'1 an après le début de l'occupation allemande. L'organisation Todt se charge de la réalisation de l'ouvrage. Une fois sa construction achevée, le site abrite les différents commandants allemands du port qui se succèdent de 1941 à 1944. Centre de transmission téléphonique de la marine allemande pour le département, le site sert de poste de commandement notamment pour les batteries allemandes positionnées le long des côtes. Il sert également de relais entre les postes de commandement de la Kriegsmarine basés à Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. Au printemps 1944, l'amiral Karl Dönitz inspecte les défenses de la côte d'Opale et se rend à Calais. Le bunker, construit en béton armé, dispose d'une longueur centrale de 95 mètres, pour une largeur variant de 14 mètres au centre, de 23 et 32 aux extrémités. L'épaisseur des murs extérieurs dépasse les 2 mètres. Celle du toit atteint 1,50 m et la profondeur des fondations est quant à elle estimée entre 2 et 3 mètres. L'ensemble du bâtiment est composé de 5 parties regroupant une quarantaine de pièces au total. Dissimulé sous les frondaisons du parc Saint-Pierre, dont l'accès par ailleurs était strictement interdit à la population civile, le site bénéficie d'une totale discrétion. C'est donc à Calais, en face de l'hôtel de ville et derrière le monument aux morts, au cœur du parc Saint-Pierre, que se trouve le plus long bunker allemand d'Europe. En 1962, par la volonté et l'opiniâtreté de 3 citoyens calaisiens, le musée de la Seconde Guerre mondiale voit le jour dans ce bunker qui a conservé son cachet d'origine. L'inauguration se déroule le 1er septembre 1962, il y a donc bientôt 60 ans. Dès son ouverture, le musée a reçu de nombreux dons des habitants de la région qui constituèrent les premières collections, aujourd'hui propriété de la ville de Calais. À la fin des années 60, le musée ne comptait que 4 salles d'exposition.
Le musée actuel se présente sous la forme d'un couloir de 95 mètres de long où s'alignent 22 salles d'exposition, 11 de chaque côté. Présentées sur près de 500 mètres linéaires, des armes et munitions neutralisées, uniformes, équipements et autres objets militaires d'époque sont ainsi exposés. Chaque salle développe un thème particulier. L'entrée en guerre, le régiment des Green Jackets, qui défendit Calais en mai 1940, la presse collaborationniste, les armes secrètes, l'aviation alliée, le général de Gaulle, la batterie Lindemann sur la côte, les prisonniers de guerre, etc. Le musée propose des audioguides gratuits et une salle de cinéma qui diffuse un film d'archives de 1943. Le musée Mémoire de Calais fait donc revivre par le biais de nombreuses photographies d'époque, de coupures de presse et d'objets de la vie quotidienne, le sort des habitants durant cette douloureuse période. À travers ces 22 salles d'exposition, replongez-vous quelques minutes dans l'histoire de Calais, durant la Seconde Guerre mondiale, et devenez un témoin privilégié des événements qui ont marqué cette époque et la population locale, de l'entrée en guerre en septembre 1939 jusqu'à la libération de la région en septembre 1944 par les troupes canadiennes. L'entrée en guerre de la France fait suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie en septembre 1939. Nous vous invitons maintenant à vous engager dans le couloir. La conversion des lieux en musée de la guerre date de 1962. Le long couloir central que vous allez emprunter dessert 24 salles, dans lesquelles nous avons rassemblé de nombreux documents et objets, ainsi que quelques armes. Véritable témoin, ce musée est fier de vous présenter sa riche collection de documents d'époque, mis en valeur par des Calésiens ayant vécu la guerre et qui ont choisi d'évoquer plus particulièrement les temps forts de la guerre dans la région. Le 10 mai 1940, les Allemands attaquent la France par le front ouest. L'armée britannique participe avec 3000 hommes, les Green Jackets, les tuniques vertes, à la défense de la ville de Calais à partir du 23 mai. Malgré la résistance héroïque des Alliés, les Allemands finissent par prendre possession de la ville 3 jours plus tard. Les soldats français et anglais évacuent vers Dunkerque puis vers l'Angleterre. Après la bataille allemande du 10 mai 1940, la 7e armée française, cantonnée dans notre région, pénètre en Belgique et en Hollande. Les divisions blindées allemandes du général Guderian et du général Rommel percent le front à Sedan et à Namur. C'est la Blitzkrieg ou guerre éclair. C'est aussi la course à la mer pour encercler les armées alliées avancées en Belgique et aux Pays-Bas. La 30e brigade britannique, les Green Jackets, commandée par le général Nicholson, débarque à Calais les 22 et 23 mai, avec 3000 hommes et 40 chars. Mais il ne peut rejoindre son corps d'armée, et ordre lui est alors donné de rester sur place avec les 800 soldats et marins français. Le 19e corps d'armée du général Guderian attaque les ports du nord de la France. Le 23 mai, la 10e Panzer Division, commandée par le général Schall, forte de ses 15 000 hommes, de 2 régiments de chars de combat et de véhicules blindés, et des bombardiers appliqués Stuka du général von Richthofen écrase Calais sous un déluge de bombes et de buts. La percée rapide de l'armée allemande ainsi que ses succès éclairs s'expliquent en partie par un matériel nettement supérieur à celui que possèdent les Alliés, notamment pour les engins blindés. Le matériel militaire français était mal adapté à une guerre de mouvement.
L'armée allemande s'installe dans le Calaisis. Débute alors une période d'occupation marquée de restrictions et de privations. À plusieurs reprises, le musée oppose la presse collaborationniste, comme le Petit Calaisien, et la presse britannique, comme le Daily Express, qui donne une vision diamétralement opposée des événements. Le Calaisis, de par sa position géographique, a été le théâtre de nombreux combats aériens. Après la bataille de France, les Allemands envisagent l'invasion de la Grande-Bretagne. C'est l'opération Seelöwe, Lion de mer. L'été 1940 marque le début de la bataille d'Angleterre et de la guerre aérienne pour le contrôle du ciel. La chasse britannique sera victorieuse de la flotte de débarquement allemande concentrée dans les ports du Nord et du Pas-de-Calais.
Afin de bombarder l'Angleterre et plus précisément Londres, les Allemands ont mis au point les premières bombes volantes. D'abord les V1 durant l'été 1944 avec des rampes de lancement situées dans le nord de la France mais aussi en Belgique et en Hollande. 8000 V1 furent tirés sur Londres. Puis ce fut le tour des V2 à partir de septembre 1944. 1000 V2 furent lancés sur Londres jusqu'en mars 1945. Enfin les V3 et le fameux canon de Londres, situé au niveau du site de Mimoyek à Landretin-le-Nord, qui fut bombardé par l'aviation alliée avant sa mise en fonction. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser Großdeutsches Reich, die deutsche Nation. Afin de se protéger d'un éventuel débarquement allié, les Allemands décident d'installer une artillerie lourde le long de nos côtes. La batterie Lindemann, du nom du commandant du Bismarck, navire allemand coulé par les Alliés en 1941, était située au Noirmouth, et ce fut la plus puissante des batteries du mur de l'Atlantique. Elle était composée de 3 canons de 406 mm sous tourelle. Ces canons pouvaient tirer des obus d'1 tonne. La maquette située au centre de la pièce représente l'un de ces canons.
À la suite de la défaite de juin 1940, de nombreux prisonniers de guerre français se retrouvent internés en Allemagne, fournissant ainsi à l'envahisseur une main-d'œuvre gratuite pour compenser le manque d'ouvriers et de paysans allemands mobilisés. Les officiers français sont expédiés dans des Hoflager, alors que les soldats sont cantonnés dans des Stalags. Cette salle du musée de Calais est consacrée aux prisonniers de guerre, avec une très grande maquette du Stalag 22, ainsi que des dessins, peintures, croquis, réalisés par d'anciens détenus. Après l'échec de l'opération Seelove, Lion de mer, qui voit l'écrasement des navires de débarquement de la flotte d'Hitler et la victoire de l'aviation britannique, les Allemands changent de stratégie et décident d'intensifier la guerre sous-marine. C'est la bataille de l'Atlantique. L'invention du radar à cette époque permet à la Home Fleet et la Royal Air Force de surclasser la Kriegsmarine ainsi que la Luftwaffe. Le général de Gaulle, qui se maria à Calais et revint à plusieurs reprises dans la ville, a évidemment sa salle qui lui est consacrée. C'est le 7 avril 1921 que le capitaine Charles de Gaulle épousa en l'église Notre-Dame de Calais Yvonne Vendroux, la fille du célèbre fabricant de biscuits calaisiens. Nommé général de brigade à titre temporaire, Charles de Gaulle commanda la 45e division cuirassée qui combattit à Abbeville et à Montcornet. Nommé sous-secrétaire à la guerre, il arrive en Angleterre le 17 mai 1940. C'est là qu'il lança l'appel du 18 juin, invitant tous les Français à continuer le combat. Cette salle entièrement consacrée au général de Gaulle revient sur les principaux événements qui ont marqué son existence. Cette salle est dédiée aux femmes très actives durant la Seconde Guerre mondiale à Calais. Les infirmières, les mères de famille, les administratives de l'armée et surtout les résistantes de Calais. Les femmes ont bien entendu résisté à l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, mais on en parle trop peu. Cette salle, qui leur est entièrement dédiée, rappelle la place prépondérante qu'elles ont tenue dans ce conflit, aussi bien en s'engageant dans l'armée qu'en remplaçant dans les usines ou les champs les hommes mobilisés sur le front, ou encore en prenant une part active dans les mouvements et réseaux de résistance. Chacune des résistantes qui ont été officiellement identifiées est représentée au travers d'une fiche qui, en plus de sa photo, explique ses faits d'armes. La plupart d'entre elles ont caché des Anglais ou bien des armes au péril de leur vie. Le rôle des femmes durant la guerre à Calais est vraiment très bien mis à l'honneur dans cette salle. Dans cette salle sont exposées des armes datant de la Seconde Guerre mondiale en provenance des différentes armées et différents pays ayant pris part au conflit.
Dans cette salle, on trouve divers éléments. Il me faut signaler que les emplacements et les thèmes des salles évoluent chaque année, ce qui fait qu'il est possible de ne pas retrouver exactement les mêmes éléments exposés dans les mêmes salles que dans cette vidéo. Dans cette salle, une des plus belles du musée, est mise en scène un moment de vie quotidienne en bunker. Récemment inaugurée, la précision de la reconstitution n'a d'égal ici que la recherche du détail historique. Je suis Hervé Leclerc, je suis membre de la commission Seconde Guerre mondiale de l'Office de tourisme de Calais qui gère le musée avec la mairie. Oui, l'idée de cette pièce, c'était de changer un petit peu le regard que pouvaient avoir les visiteurs dans un musée comme celui-ci, c'est-à-dire sur des objets totalement passifs. Donc comme on le voit ici, on a incorporé dans la pièce elle-même l'idée d'une seconde pièce derrière avec un film qui surprend le visiteur lorsqu'il vient, puisque un militaire apparaît et va parler. Was macht ihr? Der Großadmiral wird in 20 Minuten hier sein. Beeilung! Donc ça donne une idée différente de la muséographie, où là il y a une interaction et puis il y a un petit peu de mouvement. Donc pour ce faire, on a évidemment du passif, c'est-à-dire on a reconstitué la pièce avec l'électricité telle qu'elle pouvait être d'origine, les meubles tels qu'ils pouvaient être, et l'aspect de la modernité avec la vidéo qui se déclenche régulièrement. Le point d'appui côtier. Pour empêcher ou contrer tout débarquement allié sur les côtes françaises, Hitler a fait construire par l'organisation Todt le mur de l'Atlantique. Des milliers de travailleurs français et étrangers ont travaillé à la construction de ce mur. La plupart des bunkers abritaient une artillerie secondaire à côté des batteries lourdes situées le long du Pas-de-Calais. Des points d'appui légers étaient en outre installés pour les protéger. C'est précisément un point d'appui côtier allemand qui est ici représenté.
Outre les affiches présentes sur les murs de cette salle, il est intéressant de souligner la présence d'uniformes des services de santé de l'armée ainsi que du matériel médical. Dans cette salle sont exposées des reliques, des uniformes et des photos de la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. Le feu a cessé ce matin sur tout le front à 11 heures. Évacuation immédiate des pays envahis. Belgique, France, Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine, dans un délai de 15 jours, à dater de la signature de l'armistice. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant en bon état. 5000 canons, 25 000 mitrailleuses, 3000 Minenwerfer, 1700 avions de chasse et de bombardement. Les troupes allemandes qui n'auraient pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés seront prisonnières de guerre. Et enfin, réparation des dommages. Le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918 à 5 heures, heure française. Dans cette salle de projection vidéo est proposé au public un film d'archives de 1943. Supplies were dropped as long as weather permitted flying. At dusk, Allied target indicators revealed that bombers were active against the enemy. But still the land support troops did not come, and orders were sent for the beleaguered unit to withdraw. After one of the most heroic episodes of this war, the men of Arnhem. Le bunker de Calais, construit en 1941, abritait le central téléphonique de l'artillerie de marine dans le secteur du port de Calais.
Cette salle reconstitue le bureau de ce central téléphonique. Schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird. Unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation. Cette salle retrace les pénibles conditions de vie de la population calaisienne durant l'occupation allemande de mai 1940 à septembre 1944. Il faut savoir que dès mai 1940, les Allemands logent chez l'habitant. La région côtière étant considérée comme zone rouge, il est nécessaire d'avoir un laissez-passer, un Ausweis, pour entrer ou sortir de la ville. Les affiches et objets de la vie quotidienne nous offrent ici un aperçu de la réalité de l'époque. La visite se termine avec des salles poignantes consacrées au réseau de résistants locaux, au FFI, dont nombre furent fusillés, et à la libération de Calais par l'armée canadienne. C'est dès juillet 1940 que prend naissance la résistance à Calais par la création du réseau Alibi Jean de Vienne, du nom du gouverneur de Calais qui résista aux Anglais de 1546 à 1547. La tâche de ce réseau consistait à collecter et à transmettre des renseignements d'ordre militaire utiles aux Alliés et à favoriser l'évasion vers la zone libre puis vers l'Espagne des militaires anglais et les jeunes Français cherchant à échapper aux Allemands. Certains membres de ce réseau furent déportés, voire fusillés. À ce réseau bien structuré, il y a lieu d'ajouter les groupes de résistants armés comme les FFI, par exemple, les forces françaises de l'intérieur. Le 1er septembre 1944, la ville de Calais est déclarée forteresse, Festung, par Hitler, au même titre que Boulogne et Dunkerque. L'état de siège est décrété le 7 septembre. À partir du 17 septembre, Calais subit quotidiennement de nombreux tirs d'artillerie. L'opération Undergo, attaque de Calais par les Alliés, est fixée au 25 septembre. Le fort Nieulé et le fort Lapin tombent le 27. Le 29 septembre, une trêve de 24 heures dans les combats est signée pour discuter d'une éventuelle reddition de l'armée allemande. Le commandant Mangin, agent de liaison des forces alliées, incite les Calaisiens à quitter la ville ce même jour. Le 30 septembre, les Canadiens sont aux portes de la ville avec à leur tête le commandant Mangin. Ce dernier sera mortellement blessé par un tir de riposte d'un blindé allemand. Au soir, la T-brigade d'infanterie canadienne atteint le centre-ville et vers 19 heures, le lieutenant-colonel Schroeder se rend. Calais est enfin libéré. Heavies of Bomber Command renewed the attack on Calais by giving it more of the good old RCAF treatment. The prescription calls for 7,500 tons of high explosive in 4 days. It is filled and how. Neither flesh, blood, concrete, nor steel can stand up to the bombardment from land and air. Canadian infantry muscle ever deeper into the maze of fortifications. Troops well trained in street fighting battle their way into the citadel which guards the dock system. The city, which was the scene of the heroic rear guard action by a British rifle brigade in 1940, soon falls.
a broken, conquered city, a smoking tribute to the power of combined ops. Early in the attack, Jerry floods the approaches to the town. There's only one way through the watery maze. Canadians track it down and press home the attack along its path. As the siege of Calais really gets hot, the German commandant requests a truce to evacuate civilians from the city. The CO Canadian troops agreed, and under the watchful eye of our civil affairs personnel, 20,000 evacuees stream out of the stricken city. Although suffering from the terrible bombardment and from scarcity of food, many would not leave their homes. Members of the FFI, going in under safe conduct from the enemy, persuade them to leave. Le 30 septembre 1944, le jour de la libération de la ville, les soldats canadiens de la 5e division d'infanterie découvrent le bunker du parc Saint-Pierre et détruisent au lance-flammes la pièce servant de centrale téléphonique. À la libération, le blocos fut en grande partie pillé par la population. Les autorités municipales décident de murer son accès en 1948. En 1962, par la volonté et l'opiniâtreté de 3 citoyens calaisiens, le musée de la Seconde Guerre mondiale a vu le jour dans le plus long bunker construit par les Allemands. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.